Good Morning Business. Le débat. Et oui, Nicolas Dose, les États-Unis vont donc augmenter les impôts sur les sociétés. Il faut remplir les caisses. Ça rappelle une situation. Ça va venir chez nous, cette idée ? Ça fait rêver de se dire qu'on a une solution pour financer les plans de relance. Vous avez vu que Biden ajoute 3 000 milliards d'infrastructures. Ouais, pour les investissements, c'est incroyable. Il y aura des effets pervers de tout ça, mais enfin, il y a un moment sur le court terme, il va quand même nous mettre une longueur d'avance, à force de mettre autant d'argent. Donc oui, ça fait rêver, on se dit, tiens, ils vont monter l'impôt sur les sociétés, ça va payer une partie de l'histoire. C'est comme les Britanniques sont passés de 19% de taux d'impôt sur les sociétés à 25%, là on passe de 21% à 28%, c'était Trump qui avait ramené 35 à 21%, et là on remonte à 28%, donc ça suffira pas pour payer des relances pareilles, c'est évident, une bonne partie va être payée par la dette, mais on voit que quand on est dans un pays avec une fiscalité qui n'est pas arrivée à des sommets, on a une marge de manœuvre qu'on peut utiliser. Nous, je vous rappelle qu'on est en train de baisser notre taux d'impôt sur les sociétés pour l'amener à 25% en 2022. Ça fait rêver dans des pays où on a une marge de manœuvre fiscale, mais ça nous ramène automatiquement à notre débat sur faut-il utiliser l'arme fiscale en France par rapport à la situation que nous connaissons. Bon, vous savez très bien qu'on a un record du monde à égalité avec le Danemark en termes de prélèvement obligatoire. Pas vraiment d'ailleurs sur l'impôt sur les sociétés, on est plutôt dans une moyenne OCDE pour ce qui est des profits nets hors impôt de production, qui sont aussi des prélèvements obligatoires. Mais la difficulté, et c'est pas le cas des Britanniques, et c'est pas le cas des Américains, d'ailleurs les Américains Biden n'exclut pas d'aller demander une contribution au revenu qui dépasse $400 000 par an. En euros, ça fait un peu plus de 28 100 € par mois. Passer à un certain niveau de fiscalité, et ça a été parfaitement validé et parfaitement renseigné, vous finissez par avoir des effets contre-productifs. C'est quand vous allez au-delà d'un certain niveau de fiscalité, vous allez modifier l'attitude des agents économiques. Donc finalement, vous allez réduire votre offre productive. Ça va pénaliser la croissance et à l'arrivée, vous observez des baisses de recettes fiscales. C'est exactement ce que François Hollande a vécu en 2012-2013 ou 2013-2014, au moment où il y avait une hausse d'impôts absolument massive. On constatait en fin d'année, quand on faisait l'exercice budgétaire, qu'on était sur des manques à gagner qui étaient l'ordre de 10 milliards d'euros sur l'année, alors qu'on avait monté les impôts. Et donc ça veut dire que cette histoire qui revient à dire que c'est par la fiscalité qu'on peut réduire dette et déficit, eh bien non, l'OCDE a regardé que sur 50 ans, eh bien la trajectoire dette-déficit suit la trajectoire des dépenses, mais ne suit pas la trajectoire des recettes fiscales. Donc l'arme de la recette fiscale ne sera pas le Graal absolu dans la situation que l'on connaît. Alors justement, Jean-Marc, ça change comme le contexte business aux États-Unis. On repasse de 21 à 28. On a vu à quel point la baisse d'impôts de Trump avait stimulé l'économie américaine. Est-ce que, comme le dit Nicolas, il y a de la marge aux États-Unis et donc c'est pas très grave, ou est-ce que vous pensez quand même que c'est un tournant ? Non, je pense que c'est un tournant pas tellement dans l'aspect croissance ou pas croissance. Je pense que c'est un tournant dans l'interprétation que l'on fait de la fiscalité, de la politique budgétaire au sein du Parti démocrate. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a eu véritablement pendant la primaire un débat, voire un affrontement entre deux lignes, une ligne keynésienne traditionnelle disant on va faire de la relance et puis on va faire un solde budgétaire de plein emploi, comme on disait dans les années Kennedy. Et cette ligne-là, on la retrouve avec Olivier Blanchard qui a récemment dit que le plan Biden était excessif, qu'il allait au-delà de ce que l'économie américaine était capable de produire en termes d'emploi, et donc ça allait creuser plus le déficit extérieur que véritablement résoudre les problèmes de l'économie américaine. Et puis vous avez donc toute cette théorie moderne, monétaire moderne, qui interprète la politique budgétaire en mettant en avant deux éléments. Le premier élément, c'est que l'économie américaine a besoin d'investissements publics. Et donc là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se poser le problème. D'où le plan de 3 000 milliards. D'où le plan de 3 000 milliards. Il ne faut pas se poser le problème en termes d'emploi, pas emploi. Il faut reconstruire les ponts. Ouais. Il faut retrouver ce qu'avait... Il faut lutter contre la Chine. Il faut lutter contre la Chine. Et surtout, il faut remettre à la disposition des citoyens une vie quotidienne tout à fait acceptable. Refaire les centres-villes, reconstruire les routes. Et la taxe sur les entreprises, alors ? Et donc, dans ce contexte-là, l'impôt ne sert pas à financer les services publics et tout ça. Il y a de la dette. L'impôt sert à corriger les inégalités. Alors, je suis totalement en désaccord avec ça, mais il y a cette idée que quand l'impôt a un rôle qui n'est pas un rôle de financement, mais un rôle de punition d'une certaine façon. Il faut punir les riches. D'où Nicolas l'a dit. On va mettre. M'étonne de voir Jean-Marc dire que l'impôt est là pour réduire les inégalités. C'est ce qu'ils disent. Non, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Moi, l'impôt, c'est une ressource pour financer. Oui, voilà, il y a les deux écoles sur ce plateau. Oui. Ah non. En fait, on est de la même. Oui, on est de la même école. Je dis, les gens qui sont au pouvoir en ce moment au sein du Parti démocrate
considère que le rôle de l'impôt, c'est de réduire les inégalités. Et du coup, il considère que les entreprises aujourd'hui font trop de profits ? Absolument. Ils considèrent que les entreprises font trop de profits, qu'elles distribuent trop de dividendes, qu'elles sont le lieu de concentration de la richesse, et qu'il n'y aura pas de problème sur la croissance économique, parce que de toute façon, on fera de la dette pour financer les ponts, les routes et tout ça dont on a besoin. Et donc, ce que je trouve frappant dans ce qui se passe, c'est que c'est cette aile gauche qui est l'aile la plus, qui soutenait Sanders, qui est l'aile la plus active au sein du Parti démocrate, qui est en train de prendre le pouvoir, notamment au travers de la personnalité de la vice-présidente, et la baisse n'est pas dite, parce qu'encore une fois, Blanchard a réagi, il n'y a pas que lui, il y a tout un tas d'économistes américains qui commencent à dire « vous êtes à côté de ce que doit être une vraie politique budgétaire ». Tout à fait passionnant ce débat budgétaire et philosophique, idéologique. Hein. Oui, c'est la dépense publique qui reste le juge de paix des dettes et des déficits. Alors justement, Nicolas et Jean-Marc, notre prochain invité, on va ouvrir un autre débat tout aussi passionnant, celui de l'État pompier industriel et social. À l'approche de la présidentielle, il va y avoir des annonces de plans de restructuration. L'État va tout faire pour les éviter. Il a mandaté 5 cabinets de conseil pour l'aider justement à faire ce mécano industriel et social. Et l'un d'eux, Oneida Associés, a accepté de venir sur ce plateau nous dire quel va être son rôle dans les prochains mois. Et c'est son président, Philippe Glavic, qui est avec nous.